Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Encore une fois, ce que j'aimerais vraiment communiquer, c'est que si tu n'as pas commencé à vendre, si tu as généré zéro dirham, $0 de ton idée, même si tu as un brevet, ton idée, elle vaut toujours zéro. Dans cet épisode, j'accueille Mounir Bermani, entrepreneur basé à Dubaï et CEO de Signature Network. Signature Network est une entreprise spécialisée dans les événements virtuels de matchmaking. À travers ces événements, l'entreprise met en relation des startups en besoin de financement avec des investisseurs du monde entier et crée d'autres événements pour mettre en relation des exécutifs en recherche d'emploi avec des recruteurs. Mounir nous explique ce qui l'a poussé à créer sa propre startup à Dubaï et nous livre ses conseils sur comment mettre en valeur son CV, son projet de startup et l'importance de bien développer son network. Les gens, il y a une manière de les approcher. Moi, j'ai vu des gens, c'est vrai que c'est assez, comment dirais-je, pas alarmant, mais ça m'a choqué. C'est les gens viennent et te tendent une business card avant même de te parler ou de se présenter. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mounir. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Abdelrahman, de m'avoir dans ce podcast. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de mon côté. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien, alhamdulillah. Comment ça va de ton Donc là, au côté? moment où on parle, ça va super, écoute. Au moment où on se parle, là, on est le 19 septembre 2020. Juste par curiosité, ça se passe comment là-bas à Dubaï au niveau du Covid? Ça en est où? Écoute, ça s'est stabilisé à un moment donné. J'allais dire ces 2, 3 dernières semaines. Et là, on commence à revoir une montée considérable du Covid. Je m'excuse à l'avance de mon français parce que j'ai pas l'habitude de parler français, ça fait longtemps. Non, mais Donc, ouais, pas tu de vas voir souci. qu'à En des moments, ça franglais, bloque. pas de souci. À des moments, ça bloque. Donc, je vais enchaîner en anglais. Ça fait pas genre Aucun souci. l'expat qui veut se la raconter, mais c'est juste que je bloque. Pas le Voilà. premier, t'inquiète pas. Donc, en fait, il y a une deuxième vague, pour répondre à ta question, on observe une deuxième vague Ouais. qui arrive. Et donc, il y a de plus en plus de restrictions pour les touristes. J'ai vu ça dans la presse il y a 2, 3 jours. Et je pense qu'on est à une moyenne de. On est une montée, il y a une montée de 200 à 300 nouveaux cas par jour. C'est un peu inquiétant, mais bon, c'est vraiment. Le Covid, c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment quelque chose d'imprévisible. Tu vois, Mhm. il y a beaucoup de restrictions ici, ce qui fait que ça a porté ses fruits. Et puis là, récemment, on a revu un relâchement dans ce qui est respect des Les normes, port du comportements. masque, Ouais. comportement exactement, port du masque. Et du coup, les chiffres, ils explosent, ils commencent à réexploser. Donc, je pense on va arriver à une deuxième vague, c'est inévitable. Mais bon, Inch'Allah khair. D'accord. On a Mhm. vu énormément de gens perdre leur boulot, quitter la région. Et, funny enough, c'est plus, j'allais dire, c'est aussi une opportunité pour les gens qui sont encore sur Dubaï pour trouver du boulot. Donc, ça, c'est juste pour rassurer Mhm. les gens on entend beaucoup de pensées négatives et de remarques négatives sur les effets du Covid, mais aussi beaucoup de positifs. Mhm. Les prix de l'immobilier ont chuté. C'est vrai que les salaires sont à la baisse, mais bon, ça encourage ceux qui ont encore la motivation de rester, d'accepter des salaires, malgré si ces salaires sont moindres. Je pense que ça va repartir d'ici courant début d'année prochaine, Inch'Allah. Je pense, ouais, comme tu dis, ouais, il y a des opportunités, il y a des choses qui marchent moins bien, des choses qui marchent mieux. Et on en parlera justement grâce à ton expertise. Je pense que tu pourras nous apprendre, donner quelques petites informations à ce sujet-là. Mais pour Pas de commencer, problème. Mounir, j'aimerais te demander d'en dire un maximum sur toi en 30 secondes. 30 secondes. En 30 Non, secondes, un maximum sur toi. allez, On laisse un peu le allez, personnage. allez, in a nutshell, comme on dit. Alors, je m'appelle Mounir Bermani, j'ai 36 ans, je suis français d'origine marocaine, de confession musulmane. J'habite à Dubaï depuis presque 4 ans maintenant. Je suis originaire de Nice. J'ai beaucoup voyagé dans ma carrière et maintenant je me suis retrouvé ici à Dubaï où je suis entrepreneur. Donc j'ai mon entreprise à moi qui s'appelle Signature Network et qui est spécialisée dans les événements virtuels de matchmaking, donc de business matching, Mhm. où je mets en relation les startups qui ont besoin d'investissement et les investisseurs internationaux.
Et je fais aussi des événements pour mettre en relation des rechercheurs d'emploi, donc des exécutifs C-suite, C-levels, avec des recruteurs de ce même level, de ce même niveau. Donc voilà. Et on fait également des webinaires et des podcasts. Mais notre activité principale, c'est des événements en ligne de matchmaking. Tu t'es lancé à ton compte il y a combien de temps environ? Alors, je me suis lancé officiellement à mon compte en août 2019. Donc, ça fait D'accord, un peu donc c'est un vraiment... an et un mois. Voilà, un an et un mois. Ok, super. Avant ça, tu as toujours été employé Avant ça, classique. avant ça, j'ai été employé. Donc, moi, j'ai un parcours très éclectique parce que j'ai fait une prépa HEC à Nice. Ensuite, j'ai fait 3 ans d'école de commerce où j'ai eu la chance de faire un double master en informatique et en marketing. Ensuite, après ça, j'ai démarré ma carrière dans la télévente. Donc, humble beginnings, comme on dit dans la télévente, dans la région parisienne. Ensuite, j'ai enchaîné des postes de vendeur, de téléconsultant sur Monaco. Après, en pleine crise 2009, il y avait moins de boulot, donc j'ai décidé d'utiliser mon deuxième diplôme d'informatique pour me T'as switch. recycler voilà, Switch exactement, Pivot, ça pour m'orienter dans le web development et web support. Donc ensuite, j'ai fait un VIE à Oxford qui s'est très vite converti en CDI après 3 mois, 4 mois. Et ensuite, voilà, je suis resté 6 ans à Oxford où j'ai assuré un poste de responsable de projet offshore où je manageais une équipe de développeurs basés à Bangalore et je coordonnais des projets d'applications mobiles, voilà, pour une grosse société qui est spécialisée dans le metal packaging, donc le packaging de grande consommation, canettes de Coca, Pepsi, aerosols, spec pack. Et ensuite, après Oxford, donc j'ai enseigné avec Dubaï. Donc j'ai exploré la région avec ma famille en 2014. On a beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la culture, la mixité. Et j'ai toujours eu en tête de venir à Dubaï et de me lancer, de prendre des risques, de chercher un boulot, de me lancer. Et c'est ce qui est arrivé, Oui. alhamdoulilah. Donc je suis venu ici en janvier 2017. J'ai fait du networking, j'ai beaucoup utilisé la communauté. Donc j'ai fait pas mal de brunch, justement pour citer la communauté franco-maghrébine qui est ici dans la région, Égir, dont M. Khaled Boutmar est le fondateur et le créateur que je salue de ce podcast, un grand, grand mentor et un grand, grand ami à moi. Et puis ensuite, voilà, j'ai enchaîné j'ai trouvé un poste on va dire, intrapreneur où je gérais une start-up qui était spécialisée dans les coffrets cadeaux, donc l'équivalent de Smartbox aux Émirats Arabes Unis. Ça a duré 2 ans. Et ensuite, j'ai enseigné avec un poste de responsable commercial pour une entreprise, une autre start-up qui est spécialisée dans les gift cards, donc les cartes digitales, programmes de fidélité, reward programme dans la région, etc. Et ensuite, comme j'ai beaucoup aimé le networking dans la région, et c'est quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, qui est très, en fait, ici, le networking, c'est vraiment les opérations, les événements de networking qui t'apportent le business. Donc, j'ai compris comment ça marchait. Comme je suis quelqu'un de très, très humain, j'aime beaucoup le relationnel. J'en ai fait plus de 250 en 2 ans à travers le boulot. Et puis, comme j'ai, au fur et à mesure, construit un réseau assez solide de relations, je me suis dit, c'est peut-être le temps de me lancer. Et puis, j'ai eu un déclic en septembre 2019 et je me suis dit que je perdais mon temps dans une entreprise et que j'étais plus fait pour gérer les choses moi-même. Et j'avais une vision, donc c'est comme ça que j'ai progressivement transitionné dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'est bien parce que tu as eu ta petite expérience en tant qu'intrapreneur. Déjà, Absolument. ça fait une bonne transition, je pense. Ah, ça, absolument. Et après ça, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est vraiment très difficile. Donc, Ouais. c'est une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup forgé, qui m'a fait Donc, découvrir. l'intrapreneuriat, pour Absolument. définir ceux qui ne connaissent pas, c'est avoir un projet, créer un projet dans une entreprise. Donc, tu peux peut-être définir mieux que Exactement. moi Donc, ton expérience. l'entrepreneuriat, après, bon, je suis pas l'inventeur de cette définition, mais c'est plus comme je l'aperçois, c'est, en guillemets, un entrepreneur qui gère une boîte qui n'est pas la sienne. Voilà. Hmm.
Voilà, donc Donc, c'est géré on de nous A donne à Z. on nous donne les moyens, Exactement. mais on n'a pas l'ownership, la possession On n'a pas le de ownership, on n'a l'entreprise. pas de part. Le pouvoir de décision ne t'appartient. Parfois, on peut avoir des parts, mais ça dépend. Ouais. Parfois, on ne veut pas avoir des parts, ça dépend de la négociation, effectivement. Effectivement, ce n'était pas mon cas. Mais voilà, au niveau des responsabilités, c'est beaucoup de charges sur les épaules, c'est passionnant. On définit une stratégie de A à Z. Le pouvoir de décision, ben, on le soumet au fondateur, on voit si ça marche ou pas, si c'est validé ou pas, et on avance. Mais toute la machine commerciale, la stratégie de partenariat, les finances, la coordination des projets, les relations avec le B2B, avec le B2C, euh, l'initiative de créer de nouvelles idées, de générer de l'argent, des idées génératrices de revenus, c'est principalement l'entrepreneur qui les entreprend. Donc voilà. Donc, Et c'est une ça a super l'avantage expérience. de réduire les risques parce qu'au final, on reste employé, on ne prend pas de risque par Exactement. rapport au fonds. Et ça a l'inconvénient que voilà, on crée quelque chose, mais au final, on le possède pas. Voilà. Un peu Entre, c'est le entre petit autres. problème. Mais C'est très une bonne transition rewarding. pour, Très, voilà, très, comme ça, très, très rewarding. on apprend beaucoup. Dis-moi, du coup, on va revenir un peu à ton actuel travail, ta structure. Mhm. Donc, si je résume, ce que tu nous as dit, c'est que vous faites grosso modo deux choses. Donc, vous faites du matching, du matching pour les investisseurs et les entrepreneurs. Et vous faites Exactement. du matching aussi à un autre produit. Je pense que c'est un autre produit, c'est séparé, C'est entre séparé. les personnes en recherche d'emploi et les recruteurs, donc les entreprises. Voilà. Exactement. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette idée-là? Alors, j'aime beaucoup cette question. En fait, ça paraît, euh, ça paraît assez marrant, mais quand j'étais en Angleterre, en fait, à l'époque, quand je cherchais à me marier, j'ai été Mhm. recommandé par un ami que je salue de ce podcast, Omar, qui m'a recommandé un événement de matchmaking halal, donc de Muslim matchmaking. Et en fait, c'est des forums énormes. Ça se passe dans des hôtels 5 étoiles en Angleterre où tu arrives avec une application mobile, tu viens, tu t'assois dans une table et en fait, c'est un tour de table où tu te présentes et puis tu rencontres des potentiels partenaires, hein, des sœurs. Et ensuite, Ouais. si tu es intéressé, donc tu invites et si la personne est intéressée, donc elle accepte ou elle refuse. Et j'ai fait ça 2 fois. J'ai trouvé ça C'est speed dating. surréel. Exactement. Voilà, c'est du hell speed dating, mais vraiment avec des intentions de mariage, hein. C'est vraiment très cadré, Ouais. c'est très sécurisé. Ouais, Et bien puis sûr. j'ai trouvé ça vraiment irréel. Et j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui manque pour le business. Ouais. Donc, c'est de là d'où m'est venue l'idée de BizMatcher. BizMatcher, c'est le produit phare de Signature Network. Mhm. Et c'est aussi une Parce que application mobile du qui est en cours coup, de développement. ouais, oui. Parce que du coup, disons qu'on parle maintenant juste de la partie recrutement des personnes et des recruteurs, la grosse difficulté quand tu recrutes, c'est d'une part de trouver les personnes à recruter et de deux, la chose qui les dérange, c'est pour eux, c'est que voilà, ça prend beaucoup de temps de trouver les personnes et de faire l'entretien, de faire le screening, C'est très time euh, consuming, absolument. Donc, voilà, très chronophage. voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite le travail de recrutement pour les recruteurs, c'est qu'on fait le screening nous-mêmes. Et ça facilite le boulot du recruteur parce qu'on leur propose des candidats déjà filtrés, qui matchent parfaitement et de qualité. Comme ça, ils n'ont pas à perdre leur Ouais. temps. Et en plus, ils envoient plusieurs dans la même journée ou dans la même. Je sais pas comment ça se Ils passe. envoient plusieurs dans la même journée, et ce qui fait que toute la stratégie, j'allais dire, subhanallah, en fait, le Covid a vraiment facilité les choses dans ce sens-là. Parce que tout est Hmm. fait via Zoom, donc tout est enregistré, c'est des vidéos déjà préenregistrées de screening. Et quand un recruteur Oui. souhaite en savoir un peu plus, ce qu'on fait, c'est qu'on demande l'autorisation du candidat d'envoyer la vidéo au recruteur pour qu'il voit tous les détails qu'il a manqué ou Oui. les questions qu'il a manqué de, 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 de demander. Donc on envoie les vidéos au recruteur et ça les aide vraiment à prendre une décision très rapide. Si oui ou non, Oui. ils veulent passer à l'étape suivante avec le candidat. Et ça marche tout autant, c'est tout autant le même modèle pour le format de start-up investisseur, hein. Quand on Oui. voit que quand D'accord. il y a des investisseurs qui sont vraiment intéressés par une idée, par un projet, ils nous demandent est-ce qu'on a plus d'éléments, parce que vraiment quand on fait Mhm. le screening, on essaye vraiment de simuler au maximum les questions d'un expert en investissement ou d'un business angel ou d'une venture capital. C'est-à-dire qu'on va Mhm. vraiment aller dans les détails, combien d'argent vous cherchez à lever,
quelle est votre expérience, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir en retour à l'investisseur, combien de personnes sont dans votre équipe. Même pour le recrutement, c'est pareil. Quels sont exactement les achievements que vous avez réalisés pour chaque expérience, combien d'argent vous avez vous avez fait économiser à votre entreprise, quels ont été les challenges. Vraiment, on essaie de faciliter au maximum le boulot de l'offre, Ouais. de l'investisseur ou le Ok. recruteur. D'accord, super. Je pense que vous êtes dans une situation, mais tu dois le savoir plus que moi, assez unique, dans le sens où vous pouvez voir le marché du recrutement, donc quel est le marché du recrutement et des personnes en recherche d'emploi, et de l'autre côté, le marché de l'investissement, de la création d'entreprise. Donc, est-ce que tu vois des corrélations entre les deux? En fait, ça dépend vraiment. Il n'y a pas vraiment de corrélation. Je vais donner un exemple concret. Au niveau des recrutements, en ce moment, il y a beaucoup de demandes dans le digital, dans tout ce qui est SEO, marketing digital, remote jobs, qui ne Ouais, nécessitent pas de présence physique dans l'entreprise. Ça, ça, c'est la partie recrutement. Au niveau des investissements, on voit beaucoup de demandes dans le health tech, dans tout ce qui est technologie de healthcare, dans tout ce qui est euh, applications mobiles ou vraiment devices qui aident à la recherche ou à la chirurgie. Par exemple, on a des projets qui sont en train d'être finalisés où c'est vraiment des devices des devices portables que tu peux transporter chez toi à la maison pour aider en fait, c'est vraiment des appareils mobiles pour la dialyse, pour les patients qui souffrent de dialyse, ou bien des espèces de devices qui t'aident à la régénération du tissu graisseux de la peau pour régénérer pour, euh, pour éviter l'amputation du pied pour les diabétiques de type 2. Vraiment, on voit dans la partie investissement, il y a pas mal de demandes dans les health tech. FinTech, ça commence à être très saturé parce qu'il y a énormément d'applications de payment gateway. Ça commence à être ouais. très saturé, surtout dans la région. On a des gens comme, je veux dire, on a des gens comme Jingle Pay, TransferWise, Tap Payment, je peux citer D'accord. PayTab. Le marché, il y a déjà de l'offre. En fait, c'est juste une histoire d'être très rapide dans le payment release. Euh, quand tu payes un client, là, vraiment, la nécessité, c'est d'avoir le paiement rapide sur le compte en place. On est en train d'assister à qui est le plus rapide au niveau du paiement. Paiement immédiat. Et moins cher aussi, en termes de Exactement. frais. Absolument. Et le moins Hmm. cher. Le moindre de frais possible, effectivement. Parce qu'en général, ça tourne autour de 3%, 3,5%, ça reste énorme pour une transaction. Ouais, ça reste beaucoup hein, Mhm. pour des grosses sommes surtout. D'accord. En fait, quand tu m'as répondu, je me suis dit que ma question était un peu bête dans le sens où, Pas du tout. dans l'amitié du marketing, par exemple, ça marche quasiment dans tous les domaines, en fait. Donc, Ouais. il n'y a pas de corrélation entre le marché et le travail en lui-même. Après, on voit aussi beaucoup de demandes d'investissement dans l'éducation, dans le education tech. Euh, Oui, donc, dans ce secteur, c'est aussi montant. Vu que là, maintenant, l'éducation a vraiment transité dans le digital, les écoles, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le fait que si les écoles restent fermées ou jusqu'à quand elles vont ouvrir. Donc, on voit beaucoup de programmes en ligne pour s'instruire. Donc, ça aussi, ça commence à être très émergent. c'était déjà en croissance, mais c'est bien boosté, je pense, par Ça a par bien le Covid. boosté, et non seulement cette partie-là, aussi la partie application mobile ou technologie pour faire du fitness à la maison, pour faire du sport, pour perdre du poids. On voit vraiment des gens qui ont des idées très innovantes, très orientées à l'intelligence artificielle, où on peut avoir un programme déjà bien fait, un nutrition plan, pour rester à la maison et continuer à avoir un lifestyle assez healthy. J'ai beaucoup Ok. utilisé des mots, j'ai beaucoup utilisé Non, il n'y a l'anglais. pas de souci. T'inquiète pas, moi aussi je le fais souvent. Pas de souci. Euh, Par rapport aux personnes qui postulent, vous prenez n'importe quel type de profil déjà en termes de lieu, ça peut venir dans n'importe quel pays, ou bien passer des zones géographiques spéciales. Et en termes de secteur, c'est quel type de profil que… En fait, nous, les profils, c'est plus du C-suite, c'est plus des exécutives qu'on Ouais, recherche, c'est ce des que j'ai pu voir. exécutives, du C-level, du C-suite, donc poste de vice-président, de directeur RH, directeur Oui, commercial, CEO, CFO.
Tous les six, Maintenant, ouais. voilà, tous les six. Donc maintenant, non, non, on a aussi du senior, du middle management. On est ouvert au middle Ok. management. Par contre, au niveau de la géographie, on n'a pas de limite. Donc ça va de Dubaï jusqu'aux États-Unis. On a des clients d'Australie, de Malaisie, Singapour justement. On commence à avoir des clients de la Chine et du Japon et Hmm. du Kenya. Donc, et c'est ça, c'est encore les bienfaits du marché digital, hein, parce que euh, Hmm. c'est vrai que quand tu fais un événement physique, les gens sont restreints à plusieurs barrières. Donc le Ouais. voyage, le voyage. Donc si tu n'es pas dans la région, c'est très difficile. Donc il y a des coûts, c'est un temps, c'est beaucoup time consuming et c'est money wasting. Donc là, quand le fait de faire un événement en ligne où tout le monde peut se connecter de n'importe quel endroit en respectant une certaine time zone, c'est vraiment une Ça bénédiction. ouvre le champ des possibilités, C'est là. vraiment, ça ouvre plus de portes, ça ouvre vraiment toutes les portes. Il n'y a plus de limite. Hmm. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai vu aussi, en termes de grille salariale, tous les postes, c'est les postes à 10K, 10 000 dollars et plus. 10 000 $ et C'est un choix que plus. vous avez. 10 Pourquoi 000 vous avez fait ce dollars, choix? 10 000 $ et plus, ça peut être un peu moins. Euh, Ouais, le choix, alors déjà, premièrement, parce que notre business model est différent. D'habitude, d'habitude, quand tu vois, nous, on n'est pas une agence de recrutement, nous, on fait du matchmaking. Et ouais, l'autre, elle est plus en position de te dire non, je ne veux pas assister à ton événement. Nous, on travaille avec le candidat. Donc, on travaille avec le candidat. Donc, on lui fait son CV, c'est vraiment un end-to-end service. Si on voit qu'il y a du travail à faire dans le CV, on refait le CV. Si on voit qu'il y a du travail à faire au niveau du pitching, parce que ça, c'est la partie la plus importante, c'est de se vendre devant un client, que ce soit un recruteur ou un investisseur, c'est que ton discours doit être cohérent et confident, avec beaucoup de confidence et d'aplomb dans ta manière de vendre, de parler de toi. Et on voit que pas mal de gens ont du mal parce qu'ils n'ont pas cette expérience commerciale, ils n'ont pas ce background commercial ou de sales. Donc pour certains, c'est assez difficile. Donc quand nous, on évalue la personne, on voit s'il y a du travail à faire au niveau du CV, on voit s'il y a du travail à faire au niveau du comportement, au niveau du wording, parce que ça, chaque détail est super important, surtout en ce moment. Ok. Donc, quand on voit qu'il y a un travail de fond à faire, on fait une espèce de master plan pour le candidat. Donc, ça passe par des séances de coaching, de private coaching, ensuite de CV remastering, CV polishing. Et dès que le candidat est prêt, là, on voit dans notre réseau si on a des choses qui matchent pour lui, et puis on le fait. Là, maintenant, pour répondre à ta question, comme généralement, c'est le candidat qu'on facture, c'est le candidat qui paye. Principalement, ces tranches salariales, ce sont les gens qui peuvent se permettre de payer nos services. Donc voilà. d'accord. Ok. Il y a une partie qui est fixe, Oui. qui concerne le manpower. Donc, il y a des gens qui peuvent susciter, qui peuvent requérir 2 semaines, 3 semaines, un mois de travail, 2 mois, 3 mois de travail. Et il y a des gens, ça peut être beaucoup moins. Donc, il y a une partie fixe, et bien sûr, le temps se paye. Et puis, il y a une partie variable quand le candidat est placé en entreprise. Voilà. D'accord. Et du côté des entreprises, pour eux, c'est gratuit ou ils doivent payer aussi? Pour eux, en ce moment, pour l'instant, c'est gratuit. Pour eux, c'est Ok. gratuit. Ils veulent déjà ils veulent déjà voir, tester la plateforme, voir si c'est vraiment efficace, si Ok. les candidats sont de qualité. Et c'est plus, D'accord. encore une fois, c'est plus eux qui sont, les recruteurs ou les investisseurs qui sont en position de dire non, je ne viens pas. Donc, nous, ça n'a pas de sens de faire venir ou de travailler avec des candidats si on n'a pas l'offre de l'autre côté. Ok. Les recruteurs lambda, enfin basiques, leur business model à eux, c'est le contraire en fait. C'est de trouver Absolument. les personnes qui recrutent gratuitement. Enfin, c'est eux qui font les recherches et ils font payer les entreprises un pourcentage du salaire de Exactement, l'année, du par salaire exemple, annuel. Voilà. salaire annuel. Nous, pour répondre à ta question, on travaille avec le candidat. C'est pour ça que Mhm. on ne, par morale, je ne me vois pas, on ne se voit pas travailler avec des gens qui ont des salaires très modestes, qui Mhm. sont vraiment dans le minimum vital, parce que je ne me vois pas facturer ce type de gens-là, et ce ne serait pas Mhm. vraiment déontologique. Ouais. Et puis, là, justement, nous, c'est vraiment le business qui est venu à nous, c'est des gens.
vraiment de ce rang-là qui sont venus nous voir, nous contacter. Oui. Voilà, on a vraiment besoin d'un job. On a des familles, c'est forcément, predominantly des expats qui disent voilà, on vient de perdre notre job, c'est très urgent, on a 2 semaines pour trouver, ou 3 semaines pour trouver, ou un mois pour trouver, sinon on doit quitter la région, on doit annuler les visas, etc. Et Ouais. c'est vraiment une demande, ensuite une deuxième demande, une troisième demande qui est venue comme ça. Donc là, on a eu un succès assez rapide parce qu'on a réussi à placer des gens en 2 semaines, 3 semaines. Euh, Mm. et, euh, et puis voilà, puis on s'est dit on va rester sur ce business model et on verra quand les choses évolueront par la suite. Oui. D'accord. Ouais, si après il y a une grosse demande du côté des entreprises, à partir de ce moment-là, vous pourrez faire Exactement. évoluer le Là, produit. on devra pivoter et évoluer, faire évoluer le produit. Super. Et pour répondre à ta Ok. question, c'est pareil au niveau de l'investissement, c'est le même format. Au niveau de l'investissement, c'est le même format, sauf que on est dans un rang différent. On travaille avec les startups sur un contrat de 12 mois où on assure un follow-up régulier, où on leur offre 5 minutes pour venir pitcher leur business model durant un événement en ligne. Et là, Mhm. on assure le suivi avec les investisseurs pour voir s'il y a de l'intérêt. On fait circuler le vidéo pitch C'est la vidéo. à Mhm. l'ensemble des investisseurs parce qu'on en a de plus en plus qui viennent. De là, on a un réseau d'une soixantaine d'investisseurs qui représentent une fortune d'environ 12 milliards de dollars. Et à chaque fois, C'est pareil, c'est worldwide ou c'est principalement au c'est Moyen-Orient? worldwide, c'est worldwide. On a des investisseurs américains, singapouriens, jordaniens, égyptiens même, chinois, japonais, français, anglais, canadiens, australiens. Il y a des pays que j'ai oublié de citer. Il y en a même des investisseurs du Maroc, d'Algérie, Mhm. qui sont venus se greffer à la plateforme. Parce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé la plateforme intéressante. Ils ont participé aux Ouais. événements qu'on a fait en juin, en juillet et en août. Ils ont beaucoup aimé le format. La plupart viennent en tant que viewers, donc ils payent 10 dollars pour venir voir le show. Ils voient comment ça se passe et puis quand ils sont intéressés, ben, ils nous recontactent pour dire voilà, je veux participer. Parce que du coup, vous avez plusieurs offres pour assister aux webinaires et aux C'est ça, événements. c'est ça. Tu viens de citer les viewers, donc ceux qui regardent juste les gens parler ou les recruteurs avec les. Ils reg- Ça se passe comment? Alors, ils regardent et ils peuvent interagir au niveau des commentaires. Donc, on a des Mhm. modérateurs qui contrôlent le flux de communication pour s'assurer que voilà, il y a du contenu, il y a une certaine. En fait, il y a un code de conduite quand on vient au format Signature Network. C'est que on n'autorise pas, on n'autorise pas tout ce qui est commentaires liés à la religion, à la politique, qui ont des connotations pas très morales, j'allais dire, sexuelles, ou des gens qui se présentent pour vendre leurs produits. C'est vraiment très contrôlé. Mais ils peuvent quand même agir pour poser des questions pertinentes à l'audience. Par exemple, les webinaires, on a fait on, on s'est lancé un challenge où on s'est dit on va faire le plus grand marathon de webinaires au monde. On l'a appelé Ramadan Webinar Series. Ça s'est passé de cette année, c'était pendant le mois de Ramadan, où on a fait 33 webinaires avec un sujet différent par jour et des intervenants différents tous les jours, donc des orientés business. Et là, les gens payent, je pense que je me rappelle, c'était il n'y a pas très longtemps et j'ai déjà oublié le prix. Je pense que c'était de l'ordre de 10 dollars ou 15 dollars pour venir assister au webinaire. Et chaque intervenant pouvait poser les questions qu'il voulait. Voilà. Donc, pouvait intervenir, Mhm. pouvait même faire des commentaires sur le sujet. Donc, c'était des sujets orientés business, comment ouvrir une boîte dans la région, ou comment se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ouvrir un site e-commerce, comment gérer son alimentation durant le mois de Ramadan, par exemple, euh, comment gérer le succès entrepreneurial. Il y avait vraiment des thématiques très variées. Et l'intérêt de ces webinaires que vous avez fait c'était en quoi? C'était en mai. C'était de faire populariser votre plateforme. Parce que du coup, c'était pas le matching à ce moment-là. Vous n'avez ni de matching de recrutement, avec les Alors, entrepreneurs. durant le Covid, j'ai commencé avec des podcasts en interviewant des gens du milieu business Mhm. pour donner des conseils, pour donner vraiment de la motivation aux gens qui étaient qui se sont retrouvés en confinement, qui ne savaient plus quoi faire. Et le monde était en complète transition, les gens étaient complètement perdus. Certains perdaient leur emploi, étaient très déprimés. Donc, j'ai fait ça pour vraiment donner de la motivation aux gens, pour donner du contenu aux gens pendant qu'ils étaient à la maison. Mhm. Et de là, je me suis dit, voilà, le mois de Ramadan arrive, on est en lockdown. Qu'est-ce que je peux faire pour aider la communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour non seulement aider la communauté, mais aussi
pas vraiment communautaire, mais c'est vraiment le monde. Et comment leur donner du contenu. Euh, et c'est vrai que pour la communauté aussi musulmane qui est en plein fasting, euh, comment les animer, leur redonner du boost et les enrichir au niveau des connaissances. Et donc, j'ai Ouais. combiné tout ça et j'ai dit, ouais, on va essayer de choisir un timing qui est assez convenable pour tout le monde, où les gens ont encore de l'énergie, j'allais dire, pour tenir devant un webinaire, ce qui n'est pas facile. Donc, on a décidé de le faire entre 3 heures, heure de Dubaï, et 5 heures de Dubaï. Donc, entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib, là où les gens ne sont pas encore. Voilà. Ils ont encore du temps, entre 5 heures et 6 heures, de préparer leur plat, s'ils vivent tout seuls Ouais. ou s'ils vivent en famille. Il y a encore assez d'énergie pour tenir. Donc voilà, c'était des webinaires de 2 heures par jour, Ouais. mais ça demande énormément, énormément de préparation. Je pense que c'était le plus gros challenge que j'ai eu de toute ma vie. Parce que j'ai décidé de Ouais. le faire une semaine avant le Ramadan. Et donc, c'est une organisation vraiment monstrueuse au niveau de, à la fois créer la plateforme, créer la landing page, contacter les potentiels speakers, euh, Mhm. élaborer les questions, définir les sujets, répondre, être très flexible au niveau, parce qu'on a eu pas mal de désistements au niveau des speakers, donc il fallait les remplacer très vite. Des fois, c'était le jour d'avant, des fois, c'était même le jour même. Donc, mais c'était, C'est alhamdoulilah, compliqué à gérer. c'était très rewarding. Yes. Ouais, on l'a fait, voilà. Mhm. Il suffit juste de se donner un objectif et de mettre toute l'énergie. On y D'accord. arrive. Et au niveau du produit pour les entrepreneurs et pour les recrutements, vous aviez commencé avant ça ou vous avez commencé après le Ramadan? Alors, on devait lancer un événement offline avec WeWork Dubaï en février. Et ça ne s'est pas fait parce que, voilà, ils ont force majeure, l'événement a été annulé. C'était déjà en pleine Ouais. préparation. Et puis voilà, Covid est arrivé, donc on a décidé de transiter, on a fait en digital, on n'avait pas le choix. Et Mhm. surprisingly, on a eu un succès qui était vraiment au niveau des attendees, qui était vraiment de l'inespéré. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on fait un événement physique, l'audience est très limitée parce que voilà, si tu fais un événement sur Dubaï, c'est que des gens de Dubaï ou maximum d'Abu Dhabi qui vont se déplacer pour venir à l'événement, Mhm. s'ils peuvent vraiment se déplacer. Mais là, comme tout le monde est à la maison et tout le monde peut se connecter de partout dans le monde et que tu définis une heure spécifique, on s'est retrouvé, le premier événement qu'on a fait le 4 juillet, on s'est retrouvé avec 3375 participants, qui est Mhm. quand même assez overwhelming pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Et Mhm. on a réussi à réunir 20 startups, 60 investisseurs et le reste que des viewers et des experts. On a eu des membres de la famille royale, on a eu des ambassadeurs, on a eu vraiment des businessmen très influents, que ce soit dans la région ou au niveau international. Et puis, on a fait un deuxième volet, on a réitéré avec un deuxième volet qui était tout aussi successful, alhamdoulilah, le 10 août. Et là, Mhm. ça sera un troisième volet, mais ça sera une conférence sur 4 jours en ligne où les startups viendront pitcher. Que ce soit des startups ou des scale-up. Ça peut être aussi des entreprises qui sont déjà lancées depuis quelques années, qui cherchent de la cash injection, qui cherchent un investissement supplémentaire pour grandir. Pour grossir, ouais. Voilà. D'accord. Euh, pour ceux qui sont en recherche d'emploi il y a beaucoup de recrutements qui, même en France ou dans n'importe quel pays, se font Bien sûr. en ligne, sur Zoom ou d'autres plateformes. Euh, quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes qui cherchent un emploi en ligne? Qu'est-ce qu'ils doivent préparer? C'est quoi les choses que tu vois qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas? Alors, déjà, la chose la plus importante que je peux citer, c'est les achievements. Quand une personne regarde ton CV, euh, la chose qui l'intéresse, surtout en ces temps-là, comment tu te distingues d'autres candidats, c'est ta valeur ajoutée, c'est tes achievements. Voilà, on voit beaucoup de gens quand ils font un CV. Moi, personnellement, ça m'a pris une quinzaine d'années avant d'avoir un CV qui tient vraiment la route, hein. Il y a chaque fois des Mhm. versions 1, version 2, version 3, jusqu'à atteindre version 150. Parce que déjà, premièrement, tout est perfectible. Et puis quand tu demandes l'avis de 10 personnes, tu auras toujours 10 avis différents. Voilà. Et, Ouais. donc, pour ce vraiment, le conseil que je peux donner, c'est de mettre les achievements. Beaucoup de gens se limitent aux tâches qu'ils ont.
est réalisé dans chaque entreprise. Voilà, j'ai géré 15 personnes, voilà, j'ai préparé des dossiers, j'ai imprimé, j'ai envoyé. Ça fait partie de ton job. Maintenant, ce qui intéresse une entreprise, c'est combien tu as. Si tu es un sales, combien d'argent tu as rapporté, combien de contrats tu as signé, combien d'argent tu as. Si par exemple tu travailles dans le procurement, combien d'argent tu as fait économiser à ton entreprise. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai fait économiser 50% des dépenses du département en 6 mois à mon entreprise. Où, en tant que vendeur, j'ai vendu, voilà, j'ai réalisé 6 millions de dirhams de ventes voilà, durant les 2 premières années. Il faut Oui. vraiment que le CV, il faut qu'il y ait des chiffres. Oui. Vraiment J'ai fait grossir l'équipe de 5 à 15 personnes. exactement, Ce genre de choses. faut que les chiffres parlent. Faut que les Ouais. chiffres vraiment parlent. Et, les choses à éviter, c'est principalement un CV, faut que ça tienne maximum sur 2 pages. Il ne faut pas se retrouver avec un CV de 3 à 4 pages, quelle que soit ton expérience. Après, le reste, tu peux le dire à l'oral quand tu as un entretien, tu peux le dire quand tu as un Zoom meeting. Euh, voilà, excuse-moi, je suis vraiment parti à l'essentiel. Il y a d'autres choses, mais bon, Ouais. on est Ça, limité c'est en pour temps. la. Ouais. Voilà. Voilà, ça me fait vraiment penser. Je me rappelle quand j'étais en prépa HEC, j'avais un cours qui était vraiment, qui me sert beaucoup aujourd'hui, c'est la rédaction de texte. C'est prendre un texte de 2000 mots et l'objectif c'est de le réduire en 100 mots. Et Oui. c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Du coup, vous avez la partie lettre de motivation ou pas trop, c'est juste le CV. La partie lettre de motivation, bah, ici dans la région, c'est pas vraiment demandé. Par exemple, à Ouais. Dubaï, on ne demande pas vraiment de lettre de motivation. C'est vraiment Ouais. quand on travaille pour des multinationales, par exemple des multinationales françaises, où là, la mentalité du recruteur va te dire, tu te donnes une CV et une lettre de motivation. Donc, Ouais. nous, on n'est pas vraiment, moi, je ne suis pas vraiment orienté lettre de motivation, j'ai oublié ça depuis Ouais. 3 ans pour être honnête avec toi. On se focalise vraiment sur le CV. Et puis, un autre conseil que je donne, c'est que aujourd'hui, le CV papier ou le CV PDF commence à vraiment saturer. On voit vraiment le CV vidéo faire une sacrée différence. Donc, une vidéo Ouais. de soi, c'est un des services qu'on propose et qui a énormément d'impact. C'est un CV vidéo où c'est un CV vidéo de 3 minutes ou moins. Mhm. Le plus, the shorter is better. Donc, si tu parles de ton expérience, tu fais un peu ce qu'on appelle une rétrospective de tes expériences passées en 3 minutes. Ça se travaille, ça se travaille énormément. C'est pas quelque chose que tu fais en one shot, mais ça a énormément Ouais. d'impact. Et quand tu vas sur LinkedIn, sur des plateformes comme LinkedIn, tu peux voir qu'il y a pas mal de candidats qui postent leur CV vidéo et les retours sont assez impressionnants au niveau des commentaires ou de C'est vrai. C'est vrai. envoyez-moi un message en privé, je suis intéressé. Est-ce qu'on peut se Tu voir? recommandes, toi, de postuler à une entreprise en envoyant une vidéo dans l'email? Je le recommande très fortement. Je pense que ça peut faire Je le recommande une très grosse fortement. différence. Ça fait une grosse différence. Juste un message. Moi, j'ai reçu des messages en ligne d'influenceurs c'était même pas des messages audio, c'était vraiment des messages vidéo. Et je peux te dire que ça fait une sacrée différence parce que tu sais, des fois, tu ignores les messages sur LinkedIn ou salut, Oui. comment ça va? Nous sommes une entreprise qui fait de la SEO ou qui font de la création de websites. Généralement, tu n'as pas le temps de répondre à tous les retours. Mais quand tu vois une vidéo Mhm. arriver, je peux te dire que le premier réflexe que tu as, c'est de l'ouvrir. Je sais que ouais, je reçois parfois quelques offres d'emploi de recruteurs sur LinkedIn aussi. Et la seule fois où j'ai répondu, c'est quand un recruteur, je crois que c'était une boîte de recrutement UK, m'a envoyé une vidéo. Et dans l'image de la vidéo, je voyais juste mon nom sur une pancarte. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, le mec, il voulait, euh, il voulait me recruter. Enfin, c'était une agence de recrutement plutôt qui voulait me discuter avec moi pour me proposer des différents emplois. Et il avait fait une vidéo pour ça, spécialement que pour moi, en fait. Et Ah, c'est top. c'est la seule fois où j'ai répondu à un recruteur. C'est parce que c'était personnalisé, c'était vraiment dédié C'est pour toi. personnalisé, exactement. Voilà. Ouais, j'étais un peu surpris. J'ai fait waouh, Et c'est bien fait. si la personne veut vraiment aller on dit the extra mile, faire vraiment le petit plus qui fait la différence, c'est de sous-titrer sa vidéo pour que la personne n'ait pas vraiment à appuyer sur play pour écouter le son. Une vidéo Ouais. sous-titrée avec, voilà, maintenant, il y a des applications qui sont gratuites, j'en ai oublié le nom, mais Mhm. qui font du sous-titrage automatique avec l'intelligence artificielle et qui sont très précises Ouais. d'ailleurs.
que les gens peuvent utiliser pour faire une vidéo où le texte défile Ouais. sans devoir lire la vidéo. Voilà. Mhm. Et dans la vidéo, tu conseilles à tes clients, tu conseilles de s'exprimer comment, d'être en mode de standard, costume, cravate, enfin, c'est quoi que tu leur demandes de faire, d'être naturel, dehors, assis sur un bureau, je sais pas moi. Après, oui, tout dépend du poste pour lequel tu postules, mais après, bon, il y a des Ouais, limites, hein. Il y a des limites. Tu vois, le short, les tongs, pour certains recruteurs, ça peut passer si c'est des startups qui sont, par exemple, en Californie avec des casquettes de basket de NBA ou des costards d'accord. cravates. Franchement, tout dépend, mais voilà. J'ai pas vraiment de réponse précise à cette question parce que si tu postules pour un poste dans la finance, pour une grosse banque suisse, forcément le costard va mieux passer. Ça Oui. va être plus être un format corporate ou Mhm. là, faut S'adapter au s'adapter, faut format de ce qu'on s'adapter recherche. Ouais. au format, exactement. S'adapter au format. Ok. Et faire une vidéo de quoi? De moins de 3 minutes, moins de 2 minutes, moins de 5 minutes, c'est Moins quoi? de 3 minutes la limite. Moi, je considérais pas plus long de 3 minutes. Pas plus long de 3 minutes. D'accord. D'accord, ok. Et comme pour le CV, parler des achievements, c'est un peu Exactement. différent pour Aller la droit au vidéo. but. Non, non, franchement, tu peux parler des achievements dans un CV vidéo. Je pense que ça aussi, ça a autant d'impact que dans un CV PDF. Après, ce qu'il D'accord. faut savoir, c'est que nous, comme on fait le screening, c'est différent. Si tu dois envoyer un CV à un recruteur qui fait le recrutement lui-même, ils utilisent ce qu'on appelle des ATS, ce sont des programmes, des programmes, Hmm. des logiciels qui vont aller chercher des keywords. Voilà, Applicant tracking application system. to tracking system, exactement. Qui vont aller chercher vraiment les mots-clés qui les intéressent. Et moins il y a de mots-clés qui les intéressent, malheureusement, c'est comme le système qui fait c'est l'algorithme du système Filtrage. qui définit ou pas si la personne est pertinente pour le job. Nous, c'est complètement différent. Tu peux déjà parler des achievements et c'est un format vidéo et on le recommande vraiment aux entreprises parce qu'elles nous font confiance. D'accord. On a parlé pas mal du volet recrutement. Oui. Par rapport au volet fundraising, enfin, les entrepreneurs qui recherchent des fonds, Mhm. on a parlé un peu aussi des tendances. Tu m'as dit que la health tech était très demandée. Enfin, Yes. tout ce qui est, c'est pas, comment on dit health, c'est la santé, tout ce qui est santé, les produits de Il y a tech et santé. je pense pas qu'il y a un équivalent en français, donc Ouais. voilà. Santé tech. Santé Euh, tech. Santec. euh, tu m'as parlé aussi de la partie éducation. Mhm. Est-ce que tu vois que tout ce qui est investissement est en déclin ou en augmentation par rapport à la crise, tout ça? C'est quoi comme tendance que tu vois par rapport à ça? Il y a pas pas mal de secteurs, j'allais dire le secteur des événements qui est en déclin, justement parce qu'il y a il y a de moins en moins de rencontres physiques, Et du, ouais, les éléments physiques, pour le coup. d'événements Ouais. physiques du moins en ce moment. Il y a beaucoup de demandes, il y a moins d'intérêt pour le. Il y en a toujours, hein, parce que les gens y croient, mais il y a moins d'intérêt dans tout ce qui est événements physiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part les événements, je vois pas d'autres. Sur le tourisme, je pense. Ouais, bah, Tourisme, forcément, forcément, tout ce qui est hospitality, tourisme, ouais, travels, ça prend un sacré coup, même si on a eu une startup qui fait justement des e-vouchers pour le voyage, et ouais, ils ont eu beaucoup d'attention durant le premier et le deuxième volet, et ils sont justement en cours de due diligence avec les investisseurs. Donc, there is always a chance. C'est- Parce ouais, que vraiment, ce qui intéresse les investisseurs, c'est que le business a commencé à générer de l'argent. Donc, même si tu es en early stage et startup, les investisseurs, franchement, leur intérêt principal, c'est quand est-ce que je vais avoir mon argent en retour, avec mon retour sur investissement avec ma plus-value. Et quand plus tu as généré de revenus, moins tu as dépensé de coûts, plus tu es motivé, plus l'investisseur va voir la passion dans tes yeux, dans ta manière de pitcher, l'équipe, et plus ça va susciter de l'attention. Après, si j'ai un conseil à donner pour les gens qui viennent pitcher, c'est d'être vraiment d'aplomb sur le montant qu'ils demandent.
combien d'argent ils demandent combien d'argent ils demandent pour leur investissement. Et le plus important, comment ils vont le dépenser. Et si j'ai un conseil supplémentaire à donner, donc ça c'est un extra cookie pour toi, en direct de Singapour, c'est d'éviter un maximal les dépenses liées aux opérations, donc les salaires, les expenses. Un investisseur, ce qu'il veut voir, c'est un investissement qui va lui ramener automatiquement de l'argent. Donc, investir dans la technologie, le développement de l'application ou d'une technologie, la propriété intellectuelle. Est-ce que la personne a l'idée, a le concept, c'est bien, mais est-ce qu'elle l'a protégé ou pas? Combien d'argent elle va devoir avoir besoin pour protéger son intellectual property et le marketing. Voilà, tout ce qui va aider à la vente, donc à la génération de revenus. Voilà. Éviter un maximum de coûts personnels. Donc, ils ne sont pas stupides. Ils savent que si quelqu'un est ce qu'on appelle un bootstrapper, donc il travaille à côté et il a son idée de l'autre côté et il essaye un maximum de la faire grandir, ils vont savoir qu'à un moment donné, s'ils investissent, la personne devra être full-time dans cette activité-là. Donc, au fur et à mesure, la porte est ouverte pour inclure un salaire dans l'investissement. Mais généralement, plus les startups sont modestes, plus ils bénéficient de l'aide. Plus ils essaient de gonfler ou d'enjoliver leur idée, j'ai la meilleure idée au monde, elle vaut 2 millions, elle vaut 3 millions de dollars, plus ils vont être challengés par soit nos experts, nos advisors, soit nos investisseurs. Ouais. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, exactement. Ouais, il faut rester lean, quoi. Exactement, il faut rester lean. Rester lean. Et puis ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à évaluer leur business, qui ont du mal à évaluer la valeur de leur business. Mais encore une fois, ce que j'aimerais vraiment communiquer, c'est que si tu n'as pas commencé à vendre, si tu as généré zéro dirham, $0 de ton idée, même si tu as un brevet, ton idée, elle vaut toujours zéro. Ouais. Tu vois, à part si tu as une technologie qui existe, à part si tu as un code source qui existe. Ça dépend après ça dépend après vraiment. Si c'est un truc qui est assez facile à faire et que tu n'as pas réussi à générer d'argent, c'est ça. Ouais, c'est pas bon signe. Est-ce que tu as pu voir des demandes dans tout ce qui est business halal ou dans le secteur un peu du halal? Alors, oui. Alors justement, il y a une startup qui s'appelle YalaGive, qui est la première plateforme dans la région Middle East à faire du fundraising, donc tout ce qui est donation pour les charités. Donc on voit que c'est un marché très régulé, très strict, où il faut passer par un organisme spécifique qui s'appelle Islamic Affairs, surtout ici à Dubaï. Donc c'est une plateforme qui a eu l'autorisation de Islamic Affairs et qui cartonne, qui s'appelle YalaGive, où tu peux créer ta propre campagne de donation, de charity, et tu payes en ligne, et tu peux même payer avec du Bitcoins. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une startup qui cartonne vraiment et qui existe depuis pas très longtemps, depuis 16 mois. C'est un peu comme, comment ça s'appelle, LoungeGood, ce genre de choses? Un peu comme comment ça LoungeGood, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une plateforme pour les musulmans c'est une plateforme américaine où tu peux mettre ton projet, un peu comme Kickstarter, ton projet. C'est ça. Voilà, et tu peux avoir mais c'est pour les mosquées, pour aider quelqu'un, pour les projets. C'est exactement ça. Donc, tu peux avoir autant une campagne pour, par exemple, franchir le mont de l'Everest et demander un financement, comme ça peut être le financement comme ça peut être le Covid, Zakat, aider un village en Afrique, aider un village dans le Maghreb. L'opération de quelqu'un. Voilà. Ça fait un peu penser à Baraka City en France. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Jusqu'à récemment, j'ai l'impression que ça change un peu. Quand on voulait un financement, quand on était une start-up, en général, on prenait les investissements du pays. Je pense à 80% au moins, les investissements venaient du pays où la start-up est créée. Par exemple, si on est en France, je ne pense pas que les gens aient des investissements des États-Unis directement ou bien d'autres pays, ou peut-être de l'Europe au mieux, mais ce sera surtout en France. Et là, toi, tu fais des programmes qui sont entre plusieurs pays. Est-ce que c'est quelque chose où tu vois une trend, c'est un changement qui a lieu? Ou bien les gens continuent d'investir que dans leur zone?
Ben, en fait, nous, justement, c'est les projets qui sont en cours de finalisation, ce sont pour des projets qui ne sont pas dans le pays. Par exemple, on a une startup qui est basée en Californie, dans la health tech, qui a des Ouais, investisseurs indiens basés à Dubaï. Tu vois. ouais, Pareil, on a une startup russe qui essaie de lever 1,5 million de dollars et ouais, et les investisseurs justement sont en Suède. Donc, ouais. il n'y a pas ce pays, il n'y a pas ce genre, cette espèce d'investissement chauviniste, tu vois ce que je veux dire, patriote. C'est Hmm. vraiment les investisseurs ne sont C'est pas pas une question dans. de patriotisme, c'est une question de, voilà, de contrôle, de voilà, savoir ce qui se passe. Puis si c'est quelqu'un qui est aux États-Unis et que nous on est en France, par exemple, ou l'inverse, en général, c'est plutôt l'inverse. Des gens qui sont aux États-Unis, en Silicon Valley, qui vont investir en France, ils Je vois vont ce que tu veux pas, dire. voilà, ils vont se dire, c'est pas les États-Unis, on connaît pas, on va pas prendre de risques, on sait pas comment ça se passe, on pourra pas les surveiller, on pourra pas, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Mais généralement, quand ils envoient une équipe d'experts sur place pour faire le due diligence, euh, et, euh, et voir comment ça se passe au niveau des finances, si les finances tiennent la route. Ils font vraiment un background. Des fois, des due diligence peut durer jusqu'à 6 mois. Ça peut être Hmm. très long, mais, Oui. voilà, c'est pour répondre à la question. Et surtout pour signer le papier final, enfin, Term le term sheets. sheet. Ouais. Term sheet, en général, ça se faisait plutôt beaucoup Ça sur se fait place, sur du moins, en place. Ça rencontre se fait sur physique. place. Là, Ça se fait c'est toujours sur place maintenant, ouais. Ouais, ouais, c'est inévitable. Ça se fait sur place. Donc, il y a vraiment hmm, un voyage à faire. ouais. Exactement. D'accord. Ouais, ouais, super. On a parlé un peu de tout ce dont je voulais parler par rapport à. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que tu faisais et les conseils que tu pouvais donner dans le sujet-là. Euh, J'espère que j'ai répondu à tes questions, moi. ouais, c'était super intéressant. Je voulais juste terminer sur deux petits points. Mhm. Le premier point, c'est par rapport à la vie à Dubaï. Parce que Dubaï, c'est une ville qui est très populaire. En France, je pense que tu dois même souvent avoir des gens qui te contactent pour demander des conseils ou ce genre de Oui, choses. oui. Euh, est-ce que c'est toujours aussi intéressant de venir à Dubaï qu'il y a, qu'il y a plusieurs années où c'était vraiment l'essor? Euh, quels conseils tu as donné aux gens qui veulent venir s'installer à Dubaï? Ah, je sais même pas par où commencer. Euh, ben déjà, pour venir à Dubaï, il faut aimer la région, numéro un. Euh, faut, je pense que on va avoir un deuxième élan de Dubaï aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit beaucoup, on voit pas mal, on a vu pas mal d'expats partir, mais d'autre côté, on voit aussi pas mal de gens qui veulent venir et tenter leur chance. C'est pas pour tout le monde. Je le dis et je le redis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Dubaï, c'est vraiment pour les gens qui cherchent à networker, des gens qui. Si tu viens juste à Dubaï pour travailler, pour avoir ton espèce d'écosystème, c'est pas trop adapté. Il faut vraiment euh, te mixer dans la communauté. C'est une ville très cosmopolite. On a plus de 200 nationalités ici. Au niveau du marché, c'est vrai que c'est pas à son plus haut. Ça va commencer, je pense, à repartir bien comme il faut du courant janvier, février. Au niveau des salaires, ça a pas mal baissé ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est plus l'Eldorado c'est plus l'Eldorado que c'était il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où tu voyais des gens venir euh, avec des super bons packages à 100 000 dirhams, 200 000 dirhams, 40 000 dirhams par mois, 50 000 dirhams par mois. Là, on commence à avoir des demandes. On a des expats, par exemple, des clients candidats, des expats qui sont passés d'un salaire de 80 000 dirhams par mois à 30 000. Ils étaient prêts à accepter 30 000. Donc, on a vraiment vu des chutes considérables. Mais, encore une fois, quand tu restes fidèle à une entreprise, surtout en ces temps de crise, c'est à toi qu'on pensera quand la situation se stabilisera. Tu vois. Donc, il faut toujours rester positif. Il faut vraiment rester Oui, positif. Après, bon, les gens qui perdent leur boulot, des fois, c'est inévitable et on en comprend. Mais il faut toujours garder espoir. Voilà, c'est ce que je voulais d'accord. dire. Il faut toujours garder espoir. Faut éviter un maximum les pensées négatives, les commentaires négatifs. Dubaï, c'est la crise, faut partir, il faut quitter son pays. Chacun a chacun a ses raisons de rester ou de partir et on respecte les raisons de chacun. Moi, D'accord. si tu me demandes à moi, la raison pour laquelle je reste à Dubaï, c'est parce que j'aime beaucoup la région.
C'est vrai que quand tu es de confession musulmane, ça aide beaucoup parce qu'il y a des mosquées partout. Tu vois, tu réfléchis pas deux fois avant de manger quelque chose. Tu retournes pas ton article pour voir s'il y a la graisse animale ou la graisse porcine ou whatever. On voit que tout est halal, donc tu manges sans hésitation. Même des fois, c'est vrai que c'est assez vicieux parce que les gens prennent du poids très facilement. Surtout quand tu... voilà. C'est que... Mais bon, c'est très agréable. Tu sors de chez toi, tu es en vacances. C'est un peu... le lifestyle est très intéressant. D'accord. Voilà. Tu as cité l'importance du networking quand on vient à Dubaï. Et justement, c'était ma dernière grosse question que j'allais te poser. Toi qui es un expert du networking, pour toi, quelle est l'importance du networking? Je sais ce que tu vas me répondre, on connaît un peu ta réponse, mais la deuxième chose, c'est comment faire pour bien networker? Ah, tu sais, on entend beaucoup l'expression Your network is your net worth. Et j'y crois à Mhm. 100%, c'est vrai. Donc, Euh, traduction, c'est ton alors, network, ton réseau, ton réseau. ton réseau est ta fortune nette. Je ne sais pas comment on dit net Ouais, worth. Voilà. Mais en c'est anglais, passé en anglais. ça passe. Les choses passent tellement mieux en anglais. Donc, alors, networking, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde, Abdelrahman. Networking, encore, j'ai vu beaucoup de gens à des événements de networking ne pas être à l'aise. Ils étaient là parce que leur boss leur a demandé d'être là-bas parce qu'il y avait du business ou parce qu'il y avait des gens potentiels qu'ils devaient rencontrer. Oui. Ça se travaille. C'est comme de la vente, ça se travaille. Après, il y a deux parties. Il y a, il y a networking, donc juste assister à des événements pour rencontrer des gens, et il y a vendre, donc rencontrer des gens pour convertir un contrat, pour chercher un partenariat, un mentorship. Il y a une idée derrière, il y Mhm. a un agenda, j'allais te dire derrière. Voilà. Et Ouais. si networking, si c'est juste pour socialiser ou pour se faire des amis, ça marche. Après, j'allais dire, la vente ou vraiment chercher un boulot ou chercher un contrat, tu peux arriver à le faire, mais généralement, c'est le résultat d'un networking de qualité. Les gens, il y a une manière de les approcher. Moi, j'ai vu des gens, c'est vrai que c'est assez, comment dirais-je, pas alarmant, mais ça m'a choqué. C'est les gens viennent et te tendent une business card avant même de te parler ou de se présenter. Tu vois, et ça c'est Ouais. du tapage commercial, c'est de la prospection agressif, j'allais dire. Le mot est un peu fort, mais il y a une manière d'approcher les gens. Donc déjà, on cherche à savoir qui ils sont, on se présente, on établit, on essaie de trouver des choses qu'on a en commun, ce qu'on appelle en anglais des euh, bias. Donc, je ne sais pas comment ça se traduit en anglais, en français, je suis désolé. Bias, c'est des choses qu'on a en commun. Par exemple, je ne sais pas, t'aimes le Real Madrid, moi aussi je supporte le Real de Madrid. Voilà, on a quelque chose en commun. Alors, on va discuter du dernier match, du dernier derby, voilà, d'où tu viens. Par exemple, tu es d'origine, je ne sais pas moi, marocaine. Ah, il se trouve que je suis aussi d'origine marocaine. Ah, ben, c'est cool. De quelle région? Il y a vraiment Ah, le t'es algérien? networking. Non, ah, Berk. Ça Whatever, marche pas. whatever. Non, 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 bien sûr que ça marche. On a une communauté Égir qui cartonne. Et, et je peux te dire Je que suis d'origine algérienne, by the way, hein, c'est très bien, c'est très avec les bien, Algériens. très bien. On est frères. Et c'est justement la beauté de Dubaï, c'est que les gens s'aident, pas forcément parce qu'ils sont de la même communauté, du même pays, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de choses en commun. Après, effectivement, quand tu as plusieurs facteurs qui sont réunis, ça aide encore plus, tu vois. Sinon, tu vas laisser une impression qui est de ah, il veut quelque chose, tu vois. Ouais. Ou sinon, c'est de De- l'entraide mutuelle. Il faut que ça soit vraiment une win-win relationship. Ok, tu me donnes un contact, je t'échange un contact, je veux t'aider. Qu'est-ce que tu cherches sur Dubaï? Je cherche, je sais pas moi, un designer intérieur. Ok, ben tiens, je te donne la business card, tu lui dis que tu viens de ma part. Viens, on prend un café la semaine prochaine, on s'assoit. Moi, les contrats que j'ai signés durant mon expérience à Dubaï, c'est vrai que ça venait principalement soit du networking, soit du referrals, une référence. Donc, quelqu'un qui m'envoie ou qui m'envoie un contact, il me dit tu m'appelles, tu dis que tu viens de ma part. C'est vrai que ça aussi, ça aide ouais. énormément parce que les gens font confiance quand ils connaissent quelqu'un que tu connais qu'ils aiment bien. Donc, en fait, le networking, il y a trois aspects. Il y a trois aspects qui vraiment lead to success, qui mènent au succès. C'est
aimer la personne, lui faire confiance et la connaître. Et tu peux établir ces trois facteurs très très rapidement, surtout ici dans la région. Les choses se passent très très vite. Mm. Donc si je vois que je t'aime bien, je vois que je peux te faire confiance et j'ai appris à te connaître, je vais forcément te donner le business ou je vais te donner une référence. Je vais te dire tu l'appelles, je viens de ma part ou on va s'asseoir et je vais étudier ta proposition si tu as quelque chose à vendre par la suite. Je ne sais pas si tu vois ce que je Mm. veux dire. Oui, bien Mais sûr, oui. c'est pas Bien sûr. immédiat. C'est vraiment une relation Et que puis, tu et puis, établis. et puis c'est pas forcément quand tu fais ça, t'as pas forcément quelque chose à vendre sur le coup, quoi que ce soit. C'est Non, vraiment parce que tu sais pas quand est-ce que toi tu auras l'opportunité. Peut-être que ce sera dans un prochain job, peut-être que ce sera dans autre chose exactement. en fait. C'est pour le futur. Peut-être que ce sera dans 10 ans, dans 15 ans. Tu sais pas quand est-ce que ça va Le revenir monde est à toi. petit. Le monde est petit. Le monde est petit. Donc, oui, voilà, Ouais. si j'ai un exemple. Après, si la personne n'est pas confortable avec le networking, il y a beaucoup de gens qui disent bah, ne faites pas du networking. J'ai envie de te dire non, parce que des fois, tu n'as pas le choix. Tu vois, des fois, tu n'as pas Ouais. le choix, mais il faut aller ou traîner ou demander des conseils aux gens qui sont à l'aise avec le networking. Oui. Parfois, c'est le type d'événement aussi. Il y a peut-être plusieurs types d'événements pour networker, où les gens sont plus ou moins à l'aise. Voilà. Et c'est pour ça, Ouais. quand je te disais, quand j'étais en Angleterre, que j'avais fait des événements de speed halal, speed dating, j'ai beaucoup aimé le format. Pourquoi? Parce qu'il facilite les gens, il facilite, ils ont la première session quand tu viens et quand tu as des frères qui rencontrent des sœurs, c'est pas évident. Les deux sont timides et il y a une session qui s'appelle ice breaking, donc briser cette glace. Tu vois, Mm. ça passe obligatoirement par une introduction individuelle de 1 minute par un tour de table où chacun doit se présenter. Et ça, c'est vraiment et c'est aussi l'exercice qu'on fait avec la communauté Égir. Quand on s'assoit que ce soit dans un restaurant, dans un café, ça commence toujours par une introduction, un tour de table pour justement La libérer, communauté Égir, je détendre crois que l'atmosphère. mm. La communauté Égir, c'est un groupe au Moyen-Orient pour les expatriés C'est un musulmans. groupe au Moyen-Orient pour Mm. les franco-maghrébins, la communauté franco-maghrébine. Ouais. Ça représente aujourd'hui, je pense, un peu plus de 5000 membres, que ce soit des frères et des sœurs. Ouais. C'est ça. Ok. Je suis dans le groupe sur LinkedIn. Je mettrai le lien, Inch'Allah, pour ceux que ça intéresse. Ouais, Bah bien écoute, sûr. Mounir, c'était super intéressant. Je te remercie. Est-ce que Ben, tu aurais un contenu que tu conseilles? Ça peut être un podcast, un livre, une vidéo à nos auditeurs, un truc du moment que tu as vu récemment, ou un produit, ou une application, je sais pas, que tu souhaiterais recommander. Alors, il y a, alors déjà, sur le site web Signature Network, il y a une rubrique qui s'appelle Podcast. J'ai fait pas mal de podcasts avec plusieurs intervenants où je donne des conseils pour motiver à trouver du travail, à retrouver la motivation, des investissements. Je pense que tu peux aller voir les gens peuvent aller voir dans le site web www.signature-network.com. Mm. Il y a une rubrique Ouais, podcast et aussi les événements d'investissement qu'on a fait dans le passé sont disponibles sur le site web. En fait, c'est un lien YouTube, on a mis. Les ouais, vidéos sont déjà disponibles s'ils veulent voir vraiment les événements qu'on a fait dans le passé. Euh, ensuite, là, comme ça en tête, j'ai dire, j'ai pas de choses qui me viennent, mais si j'ai d'autres choses qui me viennent, je te le dirai. Mais si vraiment les gens, il y a des gens qui veulent faire du networking, qui cherchent du travail, ou qui veulent se faire des amis, ou qui veulent se créer un cercle ici dans la communauté, je parle de la communauté, il ne faut surtout pas hésiter à assister au brunch Agir. C'est vraiment très, très, très productif. Il y a une très bonne ambiance. ok. Écoute, je te remercie, Mounir. Si on souhaite te suivre ou te contacter, comment on fait? Si quelqu'un a une question, ou on veut faire Alors, du business, ou je sais pas. Alors, moi, Encore. je suis énormément sur LinkedIn. Facebook, j'y suis plus depuis des années, même si mon compte est toujours ouvert. Instagram, c'est pas vraiment j'allais dire mon cheval de bataille. Moi, je suis principalement LinkedIn. Donc, si les gens tapent Monir Bermani sur LinkedIn, ils peuvent Ouais. m'ajouter, ils peuvent me poser des questions. Il n'y a aucun souci. Ok, super. Écoute, Voilà. Mounir, barakallahu fik. Je Après, te souhaite tout le succès dans tes événements. merci beaucoup. Barakallah fik. Je te souhaite beaucoup de succès Inch'Allah. dans tes podcasts. Tu nous appelles de Singapour, c'est Merci. ça? Ouais, de Singapour, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour Abdelrahman, Ouais, pour ton temps et pour le podcast. merci beaucoup. Allez, Barakallah salam fik. alaikum. Merci, alaykoum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.